Bonjour Dominique et Isabelle, Domisa en abrégé. Nous vous présentons tous nos meilleurs voeux pour l'année 2025 qui sera nordique bien sûr. Bonne Bonne année! année! Allez, on est parti. Analyse numérique de marche nordique. Donc ça c'est un projet que Isa et moi mènent depuis un peu plus de 6 mois à peu près, hein. Et donc je vais vous en parler. La vidéo est découpée en 3 parties. Donc la première partie c'est qu'est-ce qui a motivé le projet. Deuxième partie, comment j'ai fait pour réaliser techniquement la chose. Et la troisième partie, qu'est-ce que c'est les sessions d'analyse numérique de marche nordique. Tout ça est chapitré, donc pour ceux qui veulent aller plus vite, hein, vous pouvez tout simplement passer d'un chapitre à un autre. Donc premier chapitre, les motivations du projet. Alors, en ce qui concerne la marche nordique, ça fait à peu près 4 ans que je suis dans le secteur. Et j'ai eu des débuts assez difficiles, hein, puisque au début j'ai marché au coude, hein, pendant à peu près un an et demi, hein. Et en fait, il a été assez difficile pour moi d'oublier cette technique de marche. Comme quoi, si vous êtes débutant, il est plus facile d'apprendre bien dès le début que de désapprendre. Donc je me posais beaucoup de questions avec mes collègues marcheurs là. Est-ce qu'on fait le bon geste? Est-ce qu'on a la bonne technique? Est-ce qu'on a les bons rendements? Est-ce qu'on va assez vite, pas assez vite, etc. Et donc je vois maintenant de plus en plus que du fait que je marche aussi en compétition, eh bien je vois de nombreuses techniques de marche, hein. Typiquement, on voit des gens marcher au coude encore, comme moi je faisais au début, hein. Des gens qui sont assez nombreux qui marchent en 2 temps, des gens en particulier dans le haut niveau qui marchent en 4 temps. Alors la différence entre les deux, hein, c'est simplement la synchronisation des bras et des jambes qui se fait dans les 2 temps et qui ne se fait pas dans les 4 temps. Des gens qui ont des bâtons plus ou moins inclinés, il y a des gens avec des bâtons à 90 degrés par rapport au sol, d'autres à 60, d'autres à 45, enfin, il y a beaucoup de variantes. Et des gens qui poussent ou pas, hein, parce qu'il y a des gens qui font des gestes mais sans vraiment pousser. Alors quand je parle de pousser, là je parle ici de la force qu'on va mettre, hein. Je fais bien la différence entre le fait de passer les bras et le fait de pousser, c'est deux choses assez différentes, hein. On voit des gens qui passent les bras en arrière et qui poussent pas, et on voit des gens qui passent pas forcément les bras en arrière mais qui peuvent aussi bien pousser. Donc en fait, beaucoup de choses qui restent à comprendre pour moi, à formaliser, à valider, mais pas pour moi tout seul, hein, aussi pour, je pense, beaucoup de monde dans le domaine de la marche nordique. Donc, ce que je cherche à savoir, c'est au-delà de la forme du geste, je viens de vous le dire, qu'est-ce qui se passe en dessous, hein. Il y a beaucoup de choses qu'un coach ne peut pas voir. Typiquement, est-ce que la personne pousse, combien de temps, avec quelle intensité, à quel moment elle pousse. Donc l'objectif de ce projet, eh bien, c'est de donner des valeurs numériques à toutes ces actions et à la gestuelle, de manière à pouvoir pondérer les choses, hein, et savoir eh bien, qu'est-ce qui se passe en valeur. Sinon, on reste dans le flou. Alors, comprendre l'efficacité des gestes, ça c'était une des premières motivations. En particulier, chercher les gestes optimaux. Hein, je vous dis, j'ai marché au coude pendant un an et demi. Pendant un an et demi, je me suis posé ces questions, mais est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment efficace? Donc il y a un problème d'efficacité, mais également il y a un problème de blessure, hein. En général, dans le sport, on constate que des gestes qui ne sont pas efficaces peuvent être aussi des gestes traumatisants. Un exemple typique en marche nordique, on voit souvent des gens dans le haut niveau, typiquement, qui marchent avec les bâtons à 90 degrés. Bon, c'est-à-dire que l'ancrage se fait à 90 degrés. Bon, pourquoi pas. Mais certains ont un ancrage extrêmement violent. Ça se voit parce que le bâton se tortille, hein, se tord. On appelle ça des harmoniques, hein, en sciences physiques. Et le bâton prend vraiment des vibrations. Donc qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue de l'avancement, il n'y a aucune avancée possible puisque le bâton est à 80 degrés. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai bien étudié. Des bâtons perpendiculaires au sol ne font que soulever le marcheur, en aucun cas de le faire avancer. Donc au niveau de l'optimisation du geste, il n'est pas optimal. Et maintenant, au niveau du corps, eh bien, le corps ramasse des poussées assez fortes, hein. Je le vois maintenant que je fais des mesures. Il peut y avoir plusieurs G qui sont appliqués sur le bâton. Et donc, en fait, le marcheur ramasse des vibrations de plusieurs G dans le bras, dans le coude, dans les épaules, ce qui à terme, évidemment, peut le blesser. Donc, on voit que assez souvent, geste optimal et efficacité, eh bien, ça peut entraîner enfin, non optimal et non efficace, ça peut aussi entraîner des blessures. Alors tout ça, c'est des choses qui dans d'autres sports ont bien été formalisées. Alors il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, moi c'est Raymond Gâteau, l'enseignement de la natation, qui est sorti dans les années 70 à peu près. Et justement, c'est ce que cet entraîneur, il est décédé maintenant, hein, a cherché à faire, c'est de trouver quelles sont les techniques de marche et dans chacune des techniques, les de nage, et dans chacune des techniques, quelles sont les techniques les plus efficaces.
Alors, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, malheureusement j'ai perdu ce livre, si certains d'entre vous possèdent, ce serait sympa de m'envoyer une capture, une copie de la partie dont je vais vous parler. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, dans les années 70, donc, ils ont bardé les nageurs de capteurs, et ils se sont demandé justement qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence entre des débutants et des nageurs de niveau international. Alors, en natation crawl, c'est un petit peu comme un marche nordique d'ailleurs, on a un retour de bras qui se fait en l'air, et ensuite on a une poussée. Et donc ils ont analysé, je viens de vous le dire, avec des capteurs, eh bien qu'est-ce qu'on voyait chez les débutants? Eh bien qu'il y avait une force énorme qui était mise sur ce retour de bras en l'air. Alors ce qui n'a pas de sens d'un point de vue de l'avance, puisque on doit lutter contre la résistance de l'air, c'est-à-dire rien du tout, hein, rien du tout. Donc il n'y a aucune raison de mettre de la force sur ce retour de bras. À l'inverse, on voit des nageurs internationaux, eux, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils envoient une pêche, je dirais, ils envoient une pulse qui fait que le retour de bras va être lancé. Et d'ailleurs, c'est une constante en natation qui, à mon avis, est valable aussi en marche nordique. Tout mouvement qui ne participe pas directement à l'avancée doit être rapide et relâché. Hein, donc je répète, tout mouvement qui ne participe pas directement à l'avancée doit être rapide et relâché. Encore aujourd'hui, en marche nordique, je vois des gens qui sont crispés sur les bâtons, sur le retour des bâtons. Donc là, de ce fait-là, ils consomment de l'énergie et ça ne les fait pas du tout avancer. Donc ici, on voit un exemple de retour pas relâché. Alors l'inverse, malheureusement pour les débutants, c'est qu'au moment de pousser dans l'eau, qu'est-ce qu'ils ont constaté en faisant ces analyses? Eh bien qu'il n'y a aucune poussée, en fait le débutant se laisse quasiment flotter dans l'eau, hein. Il se laisse avancer sur son élan qu'il a pris dans l'air. A l'inverse, pour les nageurs de niveau international, eh bien on voit qu'il y a une très forte poussée qui en plus est accélérée. C'est-à-dire que la force de poussée est progressive. Plus le nageur pousse vers l'arrière et plus il met de la force. Donc tout ça pour vous dire que on voit par ces études eh bien qu'il y a des gens qui vont fournir un effort semblable, parce que c'est ça le pire, c'est que les débutants vont fournir un effort important, mais tout ça pour ne pas avancer. Et donc c'est ce que je veux faire pour la marche nordique, savoir où est-ce qu'on doit positionner les gestes et avec quelle intensité. Donc par ailleurs, bon, j'ai une certaine expérience notamment d'informatique et d'électronique, hein. Donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas mettre tout ça au service des gens, hein. Avec en plus des souvenirs de ma jeunesse, hein, puisque j'ai fait au début des études scientifiques, hein, maths, physique, hein. Et donc c'est bien agréable de retrouver des cours de sa jeunesse à mon âge. Ça rajeunit un petit peu. Parlons maintenant de la réalisation technique. Alors, ici, on voit le premier prototype, hein, c'était vraiment pas beau, il était fabriqué en bois, il y avait des fils partout. Bon, bon, l'avantage de ça, c'est la souplesse, hein. Quand on est dans ce genre de projet, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, et en particulier, comment les capteurs vont réagir. C'est ça qui est assez difficile dans ce genre de projet. Ce qui fait que assez rapidement, dès l'instant où j'ai stabilisé les données dont j'avais besoin, eh bien, j'ai réalisé moi-même un circuit imprimé. Donc maintenant, il y a des superbes logiciels, hein, pour faire ça. Celui que j'utilise ici s'appelle EasyUDA. Et j'ai connu, moi, dans ma jeunesse, encore une fois, la fabrication des circuits imprimés. À l'époque, on traçait des dessins avec des pastilles et tout. C'était absolument horrible. Avec ce genre d'outil, eh bien, vous faites votre dessin chez vous, vous envoyez ça à fabriquer chez un industriel et vous récupérez directement un circuit imprimé professionnel. Donc c'est vraiment très très agréable. Donc, je dois avouer que cette partie-là, ça n'a pas été le plus difficile. Alors, une fois que ça s'est fait, j'ai commencé à généraliser, hein, parce qu'au début, on utilisait un seul push-bag. On s'est rendu compte que j'appelais ça le push-bag électronique, hein, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes. Donc au début, on n'en avait qu'un, mais le fait d'aller dans les clubs et de faire marcher plusieurs personnes simultanément, c'était plus agréable. Donc pour l'instant, on en a fabriqué 3. Alors, les push-bags récupèrent les informations sur des capteurs. Il y a des capteurs qui sont dans le push-bag lui-même. Il y en a d'autres aussi qui sont sur les bâtons. Et effectivement, c'est important parce que c'est ce qui va nous permettre de mesurer la droite et la gauche et d'analyser les écarts entre la poussée droite et la poussée gauche. Par ailleurs, il y a des choses qu'on va pouvoir déduire de ça, notamment les angles, hein. On va pouvoir mesurer les angles à la volée. Alors pour l'instant, il y a un fil qui relie les capteurs au push-bag. C'est dans mes projets de les supprimer, c'est pas si simple que ça, hein. Il y a des capteurs Bluetooth, hein, qui existent, malheureusement qui ont le défaut important d'avoir un temps de communication beaucoup trop long, hein. Aujourd'hui, les dernières en date que j'ai, ils répondent en 20 ou 30 millisecondes. Alors, ça paraît pas beaucoup de temps, mais en réalité,
aujourd'hui, je fais 100 mesures par seconde. Ce qui fait que quand on regarde le bâton droite et gauche, eh bien, ça fait chaque seconde 200 mesures qui se font. Donc là, aujourd'hui, les capteurs sans fil, c'est malheureusement pas encore au goût du jour. Alors tout ça, bien sûr, il y a une partie informatique, un développement, avec différents outils. La fabrication du boîtier. Donc c'est ce qui paradoxalement m'a demandé le plus d'énergie. Il a fallu que j'apprenne à me servir d'un logiciel de CAO, hein, comme on voit ici. Celui-là s'appelle FreeCAD. Donc ça peut être encore le plus difficile. Le plus difficile, c'était d'apprendre à se servir de l'imprimante 3D. Donc il y a l'imprimante qui imprime directement des boîtiers. Alors on ne le voit pas ici, mais ce genre de machine peut amener beaucoup d'échecs, hein. Il peut y avoir beaucoup d'impressions qui sont foirées parce qu'il y a des bourrages, parce qu'il y a des bouchages, parce qu'il y a des filaments qui se déchirent, etc., etc. Troisième et dernier thème, celui qui vous intéresse le plus, je pense, hein, les sessions d'analyse numérique. Alors c'est quoi une session d'analyse numérique? Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur d'une session? Donc il y a trois parties principales. D'abord, on commence par faire des captures de gestuels en vidéo. Donc ça, c'est ce que l'on peut voir. Hein, typiquement, on va analyser les angles des bâtons, la synchronisation bras-jambes. Ensuite, on va se servir du push-bag électronique dont je viens de vous parler. Et là, on va analyser les données qu'on ne peut pas voir à l'œil. Hein, est-ce que la personne pousse? Quand? Avec quelle intensité? Quelles sont exactement les synchronisations très précises qu'il peut y avoir entre les bras et les jambes? Donc là, c'est ce qu'on ne le voit pas. Et enfin, troisième partie qui est très intéressante, hein, c'est celle que j'aime le mieux, on fait un débriefing et on analyse les résultats avec les marcheuses et les marcheurs. Alors, la gestuelle en vidéo, donc pour ça on utilise une caméra rapide, hein, 100 images par seconde, et c'est important parce que y a des marcheurs qui vont très très vite, hein, maintenant, hein, ce qui fait que une foulée, ça peut durer, je dirais, 250 millisecondes chez certains marcheurs très très rapides. Donc en 250 millisecondes, ils ont le temps de faire un pas. Et pendant ce temps-là, on va devoir analyser l'ancrage, la traction, la poussée et le retour de bras qui va venir derrière. Hein, donc ça peut être très 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 rapide. Trois plans. On analyse les marcheurs selon trois côtés. La vue de gauche, de droite et de l'arrière. Alors la raison de ça, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont un déséquilibre droite-gauche, hein, dans les épaules, dans les bras, dans les jambes, etc. Et le fait d'avoir une vue de droite et de gauche permet de dire, voilà, effectivement, de gauche, c'est ce qui se passe, et de droite, c'est ce qui se passe. Donc tout ça va venir en confirmation de ce qu'on voit sur le push-bag électronique. Donc voilà ici des prises de vue justement de ça. Donc en général, on fait marcher les gens les uns derrière les autres, hein, avec un petit espace qui va nous permettre dans une seule prise, eh bien, de superviser plusieurs marcheurs et marcheuses. Ici on voit une prise de dos, et d'ailleurs on voit que je suis en train de visualiser quelqu'un qui a le pushback mécanique, qui était une des premières inventions, donc qui permet de savoir si la personne passe bien derrière. J'ai pas dit pousse bien, j'ai dit passe bien derrière. Alors, deuxième partie de la session d'analyse, donc capture de données avec le pushback. Donc ça, on fait ça sur un petit parcours, pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce que ce serait lassant pour les gens de faire ça sur 10 km. Première raison. La deuxième raison, c'est que les batteries des pushbags électroniques ne tiendraient pas forcément. Bon, par contre, il y a un minimum de distance, hein, 300-400 mètres, c'est bien, le temps que les gens s'habituent à marcher avec les capteurs. Donc ici, Isa et moi, on est en train d'installer les capteurs sur les bâtons. Donc ça, c'est une chose importante que j'ai améliorée rapidement. Au début, je pensais qu'on marcherait avec des bâtons réglables, valables pour tout le monde. En fait, non, c'est une erreur parce que les marcheurs aiment bien utiliser leurs propres bâtons. Ils sont vraiment habitués à... Moi-même, d'ailleurs, je peux m'en rendre compte, hein. Quand on a ses propres bâtons, on est beaucoup plus à l'aise. Alors, on équipe le marcheur, donc on voit les dernières versions du pushbag électronique. Donc en fait, maintenant, on a un pushbag électronique qui est devant le marcheur. En fait, on a utilisé un harnais de GoPro, qui fait que c'est très agréable, hein, ça se sent presque pas. Alors, la difficulté pour l'instant pour nous, hein, surtout, c'est pas tellement pour le marcheur, c'est d'équiper le marcheur avec les fils. On voit que les capteurs ont été posés sur les bâtons ici. Et une fois que tout ça est prêt, eh bien, on donne un top départ et la personne va faire son circuit en totale autonomie. Alors, une fois que tout ça c'est fait, on récupère, alors c'est des cartes SD, hein, qui sont dans les pushbags, on récupère les données des marcheurs et on va présenter, alors ça se fait en salle, hein, parce que c'est quand même plus agréable,
Bon, on pourrait faire ça sur le terrain, mais c'est pas très agréable, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire et à voir. Et donc on va présenter les résultats et on va échanger avec les marcheurs par rapport à leur ressenti. Et en général, eh bien, on a toujours des gens qui nous disent oui, effectivement, je savais qu'à cet endroit-là j'avais ça, je savais que j'avais un déséquilibre droite-gauche, je savais que j'avais une hanche qui me faisait mal, etc., etc. Donc en fait, on apprend et on confirme des choses sur la technique de marche des personnes. Alors dans le débriefing, même principe, on analyse d'abord la vidéo. Alors on va mesurer grâce à un logiciel les angles, et ceci de manière très précise. Hein. Donc ici on voit un ancrage à 60 degrés. Maintenant je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont ancrer à 90, d'autres à moins. Donc là on est dans du domaine du concret. Hein, le fait de mesurer 60 degrés, c'est quelque chose de très précis, qui physiquement d'ailleurs va avoir une incidence, puisque j'avais déjà étudié ces choses-là. Hein. La force horizontale, c'est-à-dire la force de propulsion vers l'avant, est proportionnelle au cosinus de cet angle. D'accord. Donc plus l'angle est fermé, plus la force de propulsion horizontale est importante, et l'inverse n'est pas vrai. Donc le fait de connaître cet angle précisément, c'est important. En particulier aussi, on va pouvoir comparer droite-gauche. Hein, c'est très rare que les gens aient des mêmes attaques à droite et à gauche. Donc première mesure des angles. Alors ceci en tangage et en roulis. Ce que j'appelle le tangage, c'est en vue latérale, et ce que j'appelle le roulis, c'est en vue de dos. Hein, donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour avoir une meilleure technique de marche. Et la deuxième chose qu'on va regarder, les durées. Hein, avec ce logiciel-là, on peut, par exemple ici, on voit 100 millisecondes. Alors qu'est-ce que c'est les 100 millisecondes? En fait, c'est le temps qui s'est écoulé entre le top du pied posé par terre et le top du bâton au sol. Donc ici, Isa, elle met 100 millisecondes. C'est-à-dire qu'elle est en légère marche en 4 temps. Hein, parce qu'en 2 temps, les gens qui sont parfaitement en 2 temps, on va avoir des marches synchrones. C'est-à-dire que le bâton se pose en même temps que le pied. Alors, une fois qu'on a fait la partie vidéo, on passe à la partie analyse pushback. Hein. Donc c'est celle qui vous intéresse le plus, je pense, parce que c'est nouveau. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, comme je vous l'ai dit, l'ambition c'est ça, c'est de connaître la valeur des forces de poussée. Donc ici on a un bras, en l'occurrence ça doit être le bras droit. Donc on voit la valeur des forces de poussée et à quel moment on pousse et sur combien de temps. Quelques explications sur ce diagramme. Vous voyez une ligne marquée G au milieu, là en pointillé. Donc tout ce qui est au-dessus de cette ligne, le bâton est en l'air. Tout ce qui est en dessous, le bâton est au sol. Et plus la ligne descend bas, par exemple ici on voit qu'on arrive à moins 350, hein, et plus la poussée est importante. Alors vous voyez également beaucoup de parasites au début, donc ça c'est normal, c'est lié à l'ancrage au sol. Hein, quand vous ancrez fortement votre bâton dans le sol, eh bien ça provoque des vibrations comme je l'ai déjà signalé par ailleurs. Donc en ce qui me concerne, là on voit que j'arrive à peu près à 350, hein. Bon, c'est en centigé, hein. 350, donc ça c'est ma mesure de force à moi personnelle. On voit par ailleurs que j'ai une manière de pousser assez régulière, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon bâton qui est bien en place, eh bien je pousse régulièrement dessus, avec une poussée on va dire constante. Maintenant si on prend une marcheuse de haut niveau, hein, de niveau international, bon bah déjà on voit tout de suite que la forme du geste ressemble. C'est la première chose qu'on voit. Par contre, on voit des différences importantes. Bah déjà, on ne joue pas dans la même cour. Hein, je vous disais que moi, je tape dans le 350 en général, alors que cette marcheuse-là, elle dépasse allègrement les 650. Des fois, elle va à 700, voire même quelques fois plus. Donc on voit déjà qu'on ne joue pas, on ne fait pas la même chose. Hein. On n'est pas dans le même niveau sportif, ça on le savait déjà. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on voit que cette marcheuse a une marche assez explosive. C'est-à-dire qu'elle va avoir une poussée très brève mais très forte. À l'inverse de moi, qui a une poussée beaucoup moins forte, mais beaucoup plus longue. Alors après, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir bien sûr mesurer au long cours, faire des comparaisons dans le temps, etc. pour savoir quel va être le juste milieu au niveau efficacité. Est-ce qu'il vaut mieux pousser moins fort plus longtemps ou pousser plus fort plus brièvement? Ça fait partie des questions que je me pose encore. Alors, quels sont les partenaires de ce projet? Donc, tout a commencé avec Elisabeth Valette. Donc, on la voit ici utilisant le prototype. D'ailleurs, elle est abonnée à nos prototypes. Hein. C'est elle-même qui avait également défriché le premier pushback mécanique qui permettait de mesurer la poussée de façon mécanique. Donc, on la voit ici marcher avec le pushback. Alors, avec sa comparse, qui est Béatrice Ranchon. Alors, ces deux personnes-là sont très importantes pour moi, hein, puisqu'en fait, c'est elle
qui m'ont sorti de la marche au coude, hein, qui m'ont amené à la révélation. D'ailleurs, souvent, je les appelle mes mamans nordiques, hein, puisque, en fait, bon, bah, elles m'ont inculqué les choses fondamentales et très importantes qu'il y avait à savoir. Et je suis toujours en contact avec elles régulièrement, quand vous allez pouvoir le voir. Donc, elles ont participé au tout début du projet. Ensuite, on s'est mis à mettre en, je dirais, à se mettre en relation avec les clubs locaux, hein. Par exemple ici Mogio, donc Jacques Duchamp, que je remercie. Nîmes Running, alors on le voit ici avec le pushbag mécanique, hein. Donc c'est les premiers marcheurs qui ont utilisé le pushbag mécanique. Et donc ça permet en fait de savoir si on passe vraiment le bras derrière. Alors bien sûr, coucou Isabelle, quand tu seras de retour, je pense que on pourra tester les pushbags électroniques avec ton club. Et marche nordique de Castries. Donc ici on voit bien sûr Sandrine Talbot, hein, qui fait partie des marcheurs de haut niveau. Et donc c'est pareil, on a commencé des projets avec eux, on va continuer avec eux pour analyser leur technique de marche. Les prochaines sessions d'analyse, alors à noter, Béatrice Ranchon me fait l'honneur de m'inviter à 2 sessions qu'elle va faire sur des stages compétiteurs, hein. Donc c'est des sessions qui durent une journée. Et donc je vais, je viens de vous le dire, faire des sessions d'analyse numérique de marche nordique ce jour-là. D'accord? Donc si ça vous intéresse, ce genre de stage avec Béatrice, je vais vous mettre son mail dans dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à la contacter. Alors avec en plus bien sûr toute son expertise à elle, hein, qui est sur la biomécanique, sur la physiologie, etc. Donc elle a un très très fort niveau d'expertise, toute cette partie-là. Et donc je pense que c'est très complémentaire, ce que je raconte, avec ce que Béatrice nous dit. Et donc, on va continuer avec les clubs locaux. Alors mon ambition, c'est quoi? C'est d'avoir un échantillon d'une 50aine de marcheurs, ça va aller assez vite je pense, une 50aine de marcheurs pour pouvoir commencer à faire des recoupements et à voir ce qui se passe. Typiquement entre les marcheurs de haut niveau, de moyen niveau, entre ceux qui poussent pas, entre ceux qui passent à 90 degrés, ceux qui ont une forte amplitude de bras, ceux qui ont une forte amplitude de jambes, ceux qui ont une cadence, etc. Bon, alors, je vous ai montré quelques exemples de chiffres qu'on peut sortir des analyses numériques, mais en réalité, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses. Et plus je sors des chiffres, et plus je me rends compte qu'on va pouvoir analyser des choses très importantes par rapport à ces analyses numériques. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Alors si vous voulez être au courant de la suite, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et je vous dis à bientôt.